petites minutes à accueillir nos intervenants ainsi que tous les participants à ce webinaire. Donc, on vous laisse 1 ou 2 minutes, le temps que vous puissiez tous vous connecter. À tout de suite. Donc, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous n'allons pas tarder à commencer ce webinaire dans 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le salon All for Pack sur le thème PPWR, le vrai du faux. Je suis ravie d'animer ce webinaire. Alors, Packaging and Packaging Waste Regulation, tel est le libellé complet de cette fameuse réglementation qui sème le doute chez tous les acteurs du monde de l'emballage. Adoptée en décembre dernier par le Conseil européen, cette dernière est destinée à révolutionner les pratiques en matière d'emballage au terme d'une phase d'adaptation qui s'achève en juin 2026. Et à mes côtés, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Lise Nicolas et Enzo Mutin, cofondateurs de Monsieur et Madame Recyclage. Alors, Monsieur et Madame Recyclage, c'est un bureau d'études en ingénierie environnementale, qui sont tous les deux ingénieurs experts sur le thème du recyclage, mais aussi du réemploi. Ils sont surtout rompus à la pédagogie sur le sujet. Nul doute qu'ils vous aideront à y voir plus clair. Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'ai également à mes côtés Chantal Delamotte, qui est la directrice du salon All for Pack Emballage Paris. Bonjour Chantal. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors, sachez que durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions sur le chat auxquelles nos experts répondront durant le webinaire, mais nous avons également Fabrice Pelletier, expert en design et membre du comité PAC Expert, qui pourra répondre d'ores et déjà à quelques-unes de vos questions par le biais du chat. Donc, durant ces 45 minutes, eh bien, nos intervenants partageront leur définition du règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Nous reviendrons sur les objectifs et puis nous aborderons 11 thématiques clés ainsi que le calendrier et les échéances à prendre en compte pour se préparer à la conformité. Enfin, donc, comme je disais, nos intervenants pourront répondre à vos questions dans l'onglet Q&A. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Chantal, j'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en avant le thème du PPWR pour commencer cette nouvelle série de webinaires organisés par le salon All for Pack? Alors, je pense que nos webinaires s'inscrivent toujours dans la prolongation des événements que l'on tient de manière régulière et l'emballage et leur donner une information à l'ensemble de la communauté de l'emballage le plus régulièrement possible. Donc aujourd'hui, l'emballage se rencontre à tous les niveaux de l'industrie et sous les feux de la rampe. C'est un sujet d'actualité qui a beaucoup de défis à relever. Et puis, lors de notre récente édition, on a vu que les conférences sur site montraient de véritables enjeux en cours, avec le déploiement effectivement du règlement PPWR, à la fois pour les industriels qui connaissaient bien la loi AGEC français et tous les industriels européens. En fait, aujourd'hui, l'ensemble de l'Union européenne se voit uniformisé par le règlement, et c'est donc naturellement que ce thème nous est apparu important pour initier ce nouveau cercle de conférences avant emballage, All for Pack Emballage Paris 2026. Alors, c'est vrai que c'est un règlement sur lequel il y a eu de la réflexion, des choses qui évoluent. Donc, c'est le moment aussi, le moyen, je dirais, de faire le point sur ce cadre législatif et réglementaire. Absolument. Donc, on est ravis d'accueillir Monsieur et Madame Recyclage parce qu'on est face à un règlement vraiment lourd, hein, puisqu'il fait plus de 124 pages. Et je pense que notre auditoire a rencontré des difficultés à peut-être en trouver une synthèse rapide et efficace. C'est un peu l'objet de ce webinaire.
Bien, merci beaucoup Chantal. On se retrouve notamment à la fin du webinaire. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Et Lise, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler ce que c'est que le PPWR, règlement européen qui a été adopté le 19 décembre 2024? C'est ça, il a été adopté le 19 décembre 2024. Donc, c'est le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage qui est en fait publié officiellement le 22 janvier 2025 et qui reprend la directive qui reprend la directive de 94 et est dans la continuité de la directive SUP. On est vraiment sur un document qui est un peu indigeste à lire. Il y a 124 pages, comme vous l'avez dit, et on a pris le temps de tout décortiquer et justement d'en faire un résumé pour simplifier un peu tout cela, parce que c'est vrai qu'il y a eu des va-et-vient aussi au niveau de la réglementation sur ces dernières années. Merci Lise. Quels sont les principaux objectifs Enzo et surtout quels sont les emballages concernés? Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche vraiment tous les emballages, au même titre que l'extension des REP qu'on peut retrouver en France, que ce soit les emballages ménagers, mais aussi les emballages professionnels, en fait, que ce soit sur la nourriture, les cosmétiques, le transport, le regroupement, etc. Ce qui est important de retenir, c'est que le but de ce règlement, c'est vraiment de cibler les 3 R, donc réduction, réemploi, recyclage, et avec un gros focus sur le réemploi, ce qu'on n'avait pas forcément avant jusqu'à maintenant. Et un cadre bien défini pour tout ce qui est biodégradation. Et une réelle volonté d'harmoniser vraiment sur tous les pays membres. Alors, Lise, il y a tout de même quelques précisions à apporter par rapport à tout cet écosystème et ses objectifs. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que le PPWR, il ne va pas prendre le pas sur toutes les lois, en fait, toutes les dernières réglementations qui ont été mises en place en France. Il vient vraiment constituer la base minimum pour tous les pays d'Europe et les pays qui vont plus loin, et bah, tant mieux, comme certaines réglementations en France, ça va plus loin. Ça ne veut pas dire que du coup, on va revenir en arrière. On va garder toutes les réglementations qui vont plus loin que le PPWR sur le territoire français. Très bien. Alors, je vous propose tout de suite, maintenant qu'on vient de brosser le portrait de la PPWR et sa portée, je vous propose de voir ensemble 11 thématiques clés à avoir en tête pour mettre en œuvre cette conformité. Et Lise, ou d'ailleurs Enzo, la première d'entre elles, elle concerne la prévention des déchets. Est-ce que c'est le meilleur moyen de minimiser l'impact sur l'environnement? Alors là, enfin, c'est évident. Chaque classe de matériaux utilise encore des ressources fossiles, que ce soit du gaz pour le carton, du gaz pour le verre, pour les aciers, pour les aluminiums, du pétrole pour le plastique et du gaz pour le plastique et du charbon pour le plastique. Donc évidemment, avoir des gros objectifs de réduction, c'est important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est vrai pour tous les États membres. Ça ne concerne pas forcément directement les marques, en ce sens que c'est vraiment au niveau de l'État d'organiser ça. Donc rapidement, en fait, il y a des objectifs de réduction, 5% en 2030, 10% en 2035 et 15% en 2040. L'idée, c'est qu'à la fin, en 2040, en valeur absolue, on soit quasi à 40% de réduction. Donc là, il faut vous visualiser chez vous votre poubelle emballage et que vous vous dites, en fait, il faut que en 2040, elle fasse moitié moins quand je la sors. D'accord, c'est un bon indicateur. Alors, on vient de voir la prévention des déchets. La seconde thématique, elle concerne le recyclage. Quel est finalement l'objectif et les dates clés à retenir? Alors là, c'est pareil, c'est des objectifs plutôt à l'échelle des États membres que vous retrouverez, disons, dirigés surtout par les éco-organismes. Faut savoir que c'est par classe de matériaux avec des objectifs pour 2026, des objectifs pour 2030. En fait, en France, il y a déjà des choses dans lesquelles on est à peu près dans les clous et d'autres dans lesquelles on n'est pas du tout. Donc évidemment, sur les plastiques, ça traîne. Sur les aluminiums, en particulier avec les canettes, il faudra surveiller. Voilà, par contre, par exemple, sur tout ce qui est carton ondulé, c'est déjà dans les clous, il n'y aura pas de souci. Et en ce qui concerne le réemploi et la biodégradation? Voilà, merci de poser la question. Donc, en fait, la seule chose, c'est que dans ces objectifs-là, on peut avoir jusqu'à 5% de l'objectif qui est déduit par rapport à ce qu'on pourrait faire valoir en réemploi. Donc, j'ai 5% d'emballages qui sont en réemploi sur mon marché ou ce qui serait le cas en biodégradation. Alors, il ne faudra pas trop compter sur la biodégradation, on reviendra dessus juste après. Mais donc, le réemploi est là-dedans.
Et ce qui est important aussi de noter, c'est que les calculs seront vraiment faits à l'entrée du centre de recyclage et non plus à l'entrée des centres de tri, comme on a pu le voir pour certains matériaux jusque-là. Très bien. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment 65% en poids de tout déchet d'emballage avant 2026 et 70% en 2030. On est à présent sur la troisième thématique et là, on va parler de la recyclabilité et elle comprend une classification, cette recyclabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, alors ça c'est important. Donc en gros, il y aura vraiment une classification A, B, C sur l'ensemble des États membres de l'Europe. Et donc nous, il y a la classe qu'on appelle D, qui en fait est ni dans A, ni dans B, ni dans C, qui sera interdite dès 2030. Et tout ce qui sera catégorisé en C sera interdit en 2038. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va faire de l'éco-conception en vue du recyclage, parce que c'est ça qui va permettre le bon recyclage. Il y a évidemment un critère de recyclabilité à l'échelle économiquement viable sur un territoire de façon industrielle qui arrivera en 2035. Ça, c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui, dans la façon dont on détermine la recyclabilité, ce n'était pas forcément bien pris en compte. Évidemment, les modulations au niveau des règles pour les éco-contributions vont intégrer ce classement-là et changeront en fonction de si c'est A ou B et C avant 2038. Alors, et donc, parmi cette classification, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les emballages concernés justement par ces catégories? Alors, c'est pour l'ensemble des emballages qui sont mis sur le marché. Le plus important, il y a évidemment, il y aura des exceptions. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que on est sur cette classification ABC qui dépend avant tout du poids et qui sera du poids de la matière principale et qui est vraiment sur tous les emballages. D'accord. Et alors, d'un point de vue des matériaux, qu'en est-il pour ceux dont les matériaux n'ont aucune filière de recyclage viable? Et quel est finalement aussi le rôle des éco-organismes? Alors, le rôle des éco-organismes, ça va être avant tout de pouvoir bien expliquer à tous leurs adhérents comment ça fonctionne, en particulier les règles au niveau du poids. En fait, comme ce qui était un peu fait jusqu'à maintenant avec des guidelines sur la recyclabilité, mais sauf que là, ce sera harmonisé à l'ensemble des pays. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait un peu un flou sur comment est-ce qu'on calcule en poids, est-ce que les adhésifs, les colles rentrent dans les calculs, etc. Si vous avez une couche plastique qui a des fonctions de barrière dans votre emballage, elle est considérée comme un matériau composite, elle est bien prise en compte. Hein. Donc ça, il faut bien le retenir. Ça veut dire que, par exemple, un emballage complexe avec plusieurs matériaux, dont le matériau principal est en dessous de 80% de la masse de l'emballage, sera dans la classe C et sera interdit d'ici 2030. D'accord. On a vraiment cette notion qui est redéfinie vraiment dans PPWR entre recyclable et recyclé. Donc, on aura vraiment la possibilité de classifier en tant que recyclable uniquement s'il y a une solution de recyclage à grande échelle qui est économiquement viable, comme Enzo l'a dit avant, qui existe sur le territoire. Donc, c'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique, que ça soit réellement recyclé en pratique. Parfait. Je vous propose à présent, si vous le voulez bien, de parler de la quatrième thématique, c'est celle de l'intégration de matières recyclées. Comment est-ce qu'on se repère et par type d'emballage finalement? Voilà, donc évidemment, si on veut pouvoir pousser le recyclage, il faut obliger l'intégration de matières recyclées. Ça, c'est vraiment la base. C'est quelque chose pour laquelle on fait beaucoup de plaidoyer en France. C'est déjà le cas pour le PET, pour le contact alimentaire, pour les bouteilles en particulier. Donc là, le règlement vient juste appuyer ça pour l'ensemble des États membres. Ce qui est un peu subtil, c'est qu'évidemment, c'est assez détaillé. Donc on a d'abord des objectifs pour 2030, des objectifs pour 2040, et ces objectifs, en fait, ils sont sous-divisés pour ceux qui sont en PET sensibles au contact alimentaire, pour ceux qui sont en PET pas sensibles au contact alimentaire, et pour les autres plastiques. Donc là, dans la théorie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, en 2030, on serait obligé d'intégrer 35% de polypropylène recyclé dans un emballage en polypropylène. Alors évidemment, il y aura des exemptions. Et en 2040, l'idée, c'est qu'on augmente et on a un objectif très précis uniquement pour les bouteilles qui a 65% de PET recyclés dans les bouteilles en PET. Donc ça, c'est vraiment des choses qui viennent juste appuyer les textes de loi qui existaient, voire qui sont encore plus ambitieux.
le point qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fonction du taux de recyclage, d'intégration de matières recyclées dans le reste de la filière, dans les emballages, etc., la Commission européenne se réserve le droit de dire en 2032, on va dupliquer ces objectifs qui sont aujourd'hui que centrés sur les emballages plastiques, sur le verre et l'aluminium. Donc, c'est pas impossible demain qu'on ait des objectifs similaires sur d'autres classes de matériaux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on dit plastique, en fait, c'est polymère plus additif. Évidemment, tout ce qui est papier, carton, essentiellement à base de cellulose et d'additifs, et la cellulose étant un polymère, on précise bien, enfin, c'est précisé dans le règlement qu'on n'est pas… C'est ce que j'allais vous demander, c'est pas évident forcément de se repérer parfois. Est-ce que tout ça, c'est bien précisé? Donc, c'est bien précisé noir sur blanc, les papiers cartons ne rentrent pas dans l'appellation plastique. Par contre, attention, on l'a bien précisé tout à l'heure, s'il y a une couche plastique, c'est considéré comme un complexe. Donc, un gobelet carton imperméable vendu comme sans plastique avec une couche type copolymère d'acrylique, en vrai, ça rentre dans l'appellation complexe avec une couche plastique. Très bien. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que on aura évidemment des critères de durabilité des technologies de recyclage. L'idée, c'est pas de dire on va obliger les marques à mettre de la matière recyclée, quitte à ce que ça soit néfaste pour l'environnement. Évidemment, il y a tout un travail scientifique qui sera fait pour valider les différentes technologies de recyclage par matière et par typologie de déchets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce qui existe déjà au niveau de l'Union européenne, pour ce qui a déjà été fait, il n'y a rien de pire que l'incinération en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. Très bien. Est-ce qu'il y a des exemptions, Enzo? Eh ben, il y en a un paquet dans tout le règlement. J'ai bien fait de poser la question. Donc, voilà, tout ce qui est, en fait, on va aller très rapidement. Alors évidemment, si vous avez besoin de comprendre est-ce que vos emballages sont dans les exemptions, l'idée c'est d'aller taper des mots-clés dans le règlement directement. On peut vous inviter à le lire, mais le lire rapidement avec des contrôles F, commande F par exemple. Vous n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de cadrer les choses. Donc tout ce qui est un peu en fait, disons, fin médicale, dispositif pour alimenter les nourrissons, etc. C'est évidemment exempté des obligations d'intégration de matières recyclées. Tout ce qui est contact alimentaire, donc là c'est important parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a par exemple 35% de polypropylène recyclé à intégrer obligatoirement. En fait, si on n'est pas en mesure de valider techniquement l'aptitude de contact alimentaire de certains grades de plastique, ils seront automatiquement exemptés. On ne peut pas demander aux marques de valider à la fois la réglementation sanitaire et la réglementation PPWR. Voilà. Donc, il y a un dernier point, c'est que la Commission va évaluer avant 2028 l'intérêt d'avoir des bioplastiques. C'est-à-dire, est-ce que demain, je suis obligé de mettre 35% ou est-ce que je peux dire, en fait, j'ai 20% de matière recyclée et 15% de matière biosourcée? Enzo a dit bioplastique, mais il parle de plastique biosourcé, parce que bioplastique, c'est un mot pour plastique biosourcé. Un exemple rapidement, mais aujourd'hui, on peut faire du PET avec une fraction biosourcée, une fraction issue du recyclage, de différentes technologies de recyclage. C'est pareil pour le PE. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, c'est très intéressant d'avoir du biosourcé. Sur d'autres indicateurs de pollution, par exemple acidification des sols, c'est pas forcément gagnant. Demain, je passe l'ensemble de la production mondiale de polyéthylène sur du polyéthylène issu de la canne à sucre, j'ai des gros scandales environnementaux qui vont arriver sur d'autres indicateurs de pollution que les gaz à effet de serre. Très bien. J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser notamment vos questions sur le chat et on fera dans quelques instants un petit point pour répondre à ces questions. Mais je vous en prie, Lise. Ce que j'allais dire, c'est que bien sûr, ces pourcentages seront peut-être réévalués si on s'aperçoit que du coup, il n'y a pas assez on n'arrive pas assez à produire de matières recyclées pour pouvoir les réintégrer. Et donc, la Commission se laisse le libre droit de revoir ces pourcentages à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats. Très bien. Alors, on va aborder la 5e thématique, celle des bioplastiques. Pourquoi est-ce que la biodégradabilité ne fait-elle pas partie des 3 R? Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le principal produit de la biodégradation par compostage, c'est du dioxyde de carbone et par méthanisation, c'est du méthane. C'est 2 gaz responsables du réchauffement climatique. Et donc, quand bien même, quand ça a l'air vertueux de dire j'ai quelque chose qui va être assimilé, recyclé par la nature, par rapport à une gestion des déchets, ça marche. Par rapport à des stratégies de décarbonation, de souveraineté énergétique, c'est pas forcément pertinent. Donc aujourd'hui, PPWR délivre un message qui est vraiment clair, qui est de dire la biodégradabilité
des emballages, oui, sur des applications ultra restreintes, ultra ciblées. Et donc, en fait, on a un certain nombre de contraintes qui sont écrites noir sur blanc. Il faut qu'on soit dans l'impossibilité de faire du réemploi. Il faut que ça soit par compostage et méthanisation techniquement scientifiquement prouvé. Donc là, je vais vous donner un exemple très rapide, du PLA, donc de l'acide polylactique, souvent issu du maïs, par exemple. D'accord. Donc de la canne à sucre, qu'on peut retrouver dans des bouteilles. Équivalent au PET. Si je mets ça au compostage industriel, très bien. Si je mets ça dans une unité de méthanisation, ça dégage de l'oxygène qui vient dépléter les colonies de bactéries qui participent à la bonne assimilation de la matière. Et donc, c'est contre-productif. Donc là, par exemple, ça passerait pas un critère de compostage et méthanisation ensemble. Il faut que ça soit jeté avec les biodéchets. Il faut que ça permette d'augmenter le tri à la source. Donc, par exemple, les petits sacs qui permettent de faire le tri des biodéchets, pourquoi pas. Le sachet de thé, pourquoi pas. Il faut qu'il n'y ait pas de contamination du biodéchet et il faut qu'il n'y ait pas de contamination des flux qui vont au recyclage. Donc, je reprends l'exemple de ma bouteille de PLA. Si la bouteille se retrouve dans un flux PET, ça vient contaminer le flux de PET. Donc là, on a vraiment des restrictions qui sont très, très claires. C'est pour des applications ultra ciblées et ça ne fera pas partie d'une stratégie importante de déploiement. Merci beaucoup pour ce point. Je vous écoute, oui. Allez-y, je vous en prie, Lise. Ah non, on n'a rien dit. Pardon. Alors, on a abordé voilà, en tout ce qui est matière recyclée, mais aussi les bioplastiques. La sixième thématique, elle est bien sûr sur celle de la réduction, à laquelle il faut naturellement penser, j'ai envie de dire, car il existe finalement de nombreux emballages excessifs. Il faut aussi avoir en tête des dates clés, mais aussi des normes. Qui veut réagir? Il y a vraiment des objectifs de réduction qui sont mis en place. Donc, d'ici 2028, les emballages de vente qui doivent être conçus de sorte à minimiser le poids et le volume. Et en 2030, limitation de l'espace vide à 50%. Ça va énormément concerner tout ce qui est la logistique pour la livraison. Donc, tout ce qui est pour les commerces et les transports et les packs de regroupement. En 2032, la Commission pourra étendre cette exigence aux emballages de jouets, de cosmétiques, de kits de bricolage et de produits électroniques. Donc, on est vraiment sur tout ce qui est transport et e-commerce, la volonté de réduire un maximum les emballages du e-commerce. Ouais, il y a un point qui est important, c'est de dire qu'il y a ce qu'on appelle la présomption de conformité, c'est un peu égal à la présomption d'innocence sur le plan juridique, de dire tant qu'on n'est pas en mesure d'apporter la charge, la preuve qu'une marque n'a pas fait les efforts de réduction, ce metteur en marché-là est considéré comme conforme par défaut. Hein. Il faut bien que ce soit par exemple, la DGCCRF qui vient avec des preuves de mesure, avec des méthodos validés par la Commission pour dire cet emballage-là n'est pas conforme. Donc ça, c'est important de le retenir, évidemment. Ça ne va pas être n'importe qui peut attaquer en disant ouais, c'est pas conforme, etc. Donc la deuxième chose qui va vraiment être importante de retenir, c'est que en fait, toutes ces méthodes de calcul, ça va être des choses qui vont être validées en 2028. Dans ce règlement-là, il y a énormément de travail qu'on appelle non législatif, c'est-à-dire en comité d'experts et pas au niveau de l'Assemblée du Parlement européen. Ils sont faits pour valider toutes les normes, les méthodes qui vont venir être en place et qui sont soumis plus tard à certaines des institutions. Ça, c'est un travail qui est en cours. Donc, on en a en 2027, en 2028, en 2030, 2032, etc. Voilà, donc évidemment, toutes les spécificités du monde de l'emballage, le fait qu'il faut intégrer de la matière recyclée, les soucis logistiques, les besoins d'hygiène, par exemple le gaz de protection pour certaines typologies d'emballage où on va avoir des emballages inertes, vont rentrer dans la façon de faire des calculs. On ne pourra pas se retrouver avec des emballages sous vide en gaz, enfin, pas sous vide, pardon, sous gaz inerte, dont on pourra dire là il y a une partie de vide excessif. Non, ça aurait bien été pris en compte de dire là c'est des besoins spécifiques par rapport à l'hygiène, à la tenue des aliments, etc. Ça rentre dans le calcul. Je me permets parce qu'on a une question. Voilà, pour les canettes en acier et intégration de recyclés, est-ce que c'est comme l'aluminium? On nous demande. Alors, pour le moment, les obligations, j'ai peut-être pas été assez clair et je vous prie de m'excuser, les obligations d'intégration de matières recyclées, c'est essentiellement pour les emballages plastiques. D'accord? C'est que pour les emballages plastiques avec potentiellement
quelque chose de similaire en 2032 selon ce que sera décidé par la Commission pour l'aluminium et le verre. Donc, emballage acier et emballage papier-carton, pour le moment, ne sont pas concernés. D'accord. On me demande également, vous avez parlé de cellulose. Est-ce que la cellulose est considérée comme un polymère plastique ou comme du papier carton? Voilà. Donc, cette question-là, elle est centrale. C'est écrit noir sur blanc dans ce règlement européen que tout ce qui est papier carton à base de cellulose n'est pas considéré comme du plastique. Ne rentre pas dans la définition de plastique polymère plus additif. D'accord. Une autre question, et puis après, on va réenchaîner sur la suite de nos thématiques. Une coiffe complexe aluminium PE est aujourd'hui considérée comme aluminium si le poids de l'alu est supérieur à 50% de la coiffe. Est-ce que ça va désormais être considéré comme complexe? Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez évidemment des guidelines de la part des éco-organismes et notamment de Citeo sur la façon de dire cet emballage rentre dans cette classe de matière. Ça, évidemment, par rapport aux objectifs de recyclabilité et à la séparation A, B, C, ça rentrera pas dedans. C'est-à-dire que si vous êtes que à 60%, disons, de PET, par exemple, ça sera dans la catégorie qui va être interdite assez rapidement. Il va falloir monter à 70% et à 80% de la matière principale. Et la façon de compter, ça sera sur la matière principale. Ce qui ne sera pas pris en compte, c'est tout ce qui sera en deçà de 5%. Par exemple, pardon, là, j'ai fait un mélange entre colle et encre, colle et adhésif. Mais encore une fois, je rappelle, attention à pas essayer de tout fourrer dans la case adhésif et encre. Ouais. Vous avez des couches qui font fonction barrière. C'est des couches qui font fonction barrière. C'est des couches. C'est pas des adhésifs, c'est pas des encres. Très bien. J'en prends une dernière parce qu'elle est intéressante. Est-ce que ce règlement concerne les emballages de matières premières achetés par les industries pour produire, ou est-ce que ça concerne uniquement les emballages pour les produits vendus aux consommateurs? C'est bien les deux. C'est bien les deux. Le règlement concerne à la fois les emballages primaires et les emballages secondaires. Avec évidemment des contraintes réglementaires sur la recyclabilité, l'intégration de matières recyclées, le réemploi, la recherche, qui là va dépendre du secteur. D'accord. Alors, je vous propose d'aborder la 7e thématique. Elle constitue d'ailleurs un des 3, c'est celle du réemploi. Et là, on a 3 dates clés à avoir en tête. Mais vraiment, voilà, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce réemploi? Avant d'avancer dans les thématiques, désolé, on va revenir un petit peu en arrière sur les réductions parce que voilà. La réduction, pardon. Il est important de préciser du coup donc au niveau de la réduction des emballages superflus que du coup le marketing ne justifiera plus le surplus de poids ou de volume d'un emballage. Il y aura quelques exemptions, mais il y aura aussi l'interdiction des emballages à double paroi qui vont qui permettent d'augmenter le volume perçu. On a aussi. Attends, je te coupe. Ça, c'est vraiment important hein, parce que ça veut dire, par exemple, vous voulez mettre sur le marché une bouteille de vin en verre avec le logo qui est embossé en verre sur la bouteille, ça augmente le volume. Si c'est pas une marque qui avait déjà été déposée avant que le règlement soit soit publié au journal officiel de l'Union européenne, vous n'aurez plus le droit de faire ça officiellement. C'est-à-dire que c'est vraiment un point qui est fort, c'est vraiment écrire noir sur blanc la phrase là, le marketing ne justifie pas un surplus de poids de volume. Tout ce qui est appellation, tout ce qui est indication géographique protégée, évidemment, y échappe pour conserver la spécificité de bien pouvoir reconnaître les marques par rapport à leur terroir, etc. Et il y a aussi toute une liste d'interdictions des emballages plastiques à usage unique. Donc, on a les emballages de fruits et légumes non préparés de moins de 1,5 kg. On a les emballages de restauration sur place, comme on a pu déjà le voir développer en France, déployés en France. Les emballages de co-packing. Ça, c'est nouveau, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser du plastique à usage unique. On n'aura plus le droit d'utiliser du plastique à usage unique pour faire du co-packing. Et pour tout ce qui est portions individuelles pour l'hôtellerie et la restauration et café. En sachant que c'est vraiment plastique à usage unique. Donc là, en fait, ça reprend un peu ce qui avait déjà été proposé par la directive SUP, ce qui a déjà été transposé dans le droit français, ça vient juste l'appuyer. Si demain, vous mettez un sachet de sucre dose individuelle, mais c'est du papier carton et il y a juste une micro-couche d'adhésif au niveau des soudures,
ça rentre pas dans les interdictions. Si le sachet il est en plastique, ça rentre dans les interdictions. Voilà, donc là, la seule chose qu'on peut vous inviter à faire, c'est aller vérifier uniquement en fait l'annexe 5. Vous n'êtes pas obligé de lire l'intégrité du règlement, mais d'aller vérifier est-ce que vos emballages peuvent rentrer dans toutes les interdictions ou à faire appel à nos prestations sans souci. Très bien. Merci pour ces précisions donc sur la réduction. On peut parler du réemploi? Voilà, donc là, gros changement, le réemploi comme levier très important de réduction des déchets d'emballage, tous secteurs confondus. Donc, on a 3 gros secteurs. On a le secteur, évidemment, du service et de l'accueil. Donc, c'est pareil, il y avait déjà une partie des lois qui avaient déjà été transposées dans le droit français. Ça vient juste les appuyer ou les détailler. Donc, 2027, obligation d'accepter les contenants pour la vente emportée que les consommateurs ramèneraient. Mais en fait, ça, en France, c'est déjà le cas. La seule chose, c'est que ce sera vrai pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce qui est intéressant avec ce règlement, c'est que la plupart des choses qui ont déjà dû être mises en place en France, finalement, sont rentabilisées via l'harmonisation dans tous les autres pays. 2028, obligation de proposer en tant qu'unité de restauration des emballages réemployables, et 2030, l'obligation d'avoir 10% des ventes à emporter qui sont dans des emballages réemployables, avec l'interdiction d'utiliser du plastique à usage unique sur place. Donc, il peut y avoir des façons de tricher un peu. Par exemple, aux Pays-Bas, aujourd'hui, vous avez déjà ce type d'obligation-là. Vous allez prendre un thé avec des petites perles de Tiapoca dans un gobelet en plastique thermoscellé. En fait, le magasin vous vend le gobelet thermoscellé jetable, le même gobelet non thermocellé comme alternative réemployable que vous pouvez utiliser chez vous. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Pourquoi? Parce que dans le réemploi, on reviendra peut-être dessus après, il y a un certain nombre de contraintes pour dire ça fait partie d'une boucle de réemploi, d'un système de réemploi avec un opérateur de réemploi. Et donc la tactique de dire en fait je vends le même emballage, c'est juste le client qui choisit s'il veut le réemployer ou pas, ça sera pas possible comme c'est le cas aujourd'hui aux Pays-Bas par exemple. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement en ce qui concerne les boissons, le transport notamment? Voilà, aujourd'hui, le gros changement pour la GMS, c'est des objectifs pour les boissons, donc 10% en 2030, 40% en 2040 de réemploi sur les unités de vente. Il y a des exemptions, donc tout ce qui va être lait, produits laitiers et les boissons très périssables. Alors, boissons très périssables, c'est au sens du règlement ou de la directive, je ne sais plus, 1169 sur les denrées alimentaires. Donc, si vous savez déjà que votre produit est périssable, ça veut dire qu'il rentre dedans. Si vous ne le savez pas, c'est qu'a priori, il ne rentre pas dedans, sinon vous en aurez déjà parlé. Il y a évidemment des exemptions aussi pour les distributeurs qui seraient dans des villes de très faible densité pour ne pas pénaliser avec des surcoûts adossés à des boucles de réemploi, des systèmes logistiques qui seraient super coûteux pour quelques emballages. Pour les artisans, les microbrasseries, les petites productions, les micro-entreprises, ceux qui font moins d'1 tonne par an, il y a évidemment l'exemption d'objectifs de réemploi. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est les groupements entre marques, entre distributeurs. Donc, il ne faut pas avoir plus de 40% du marché ou il ne faut pas que ça fasse plus de 5 distributeurs. En sachant que ces groupements-là, il y aura un peu de précision sur la manière d'organiser, de communiquer les informations qu'on transmet d'ici 2028. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si votre marque, vous avez déjà des distributeurs sur lesquels vous êtes à 80% de réemploi et d'autres, vous êtes que à 10% de réemploi, s'ils sont dans un même groupement et qu'en termes de volume de vente, vous arrivez par exemple à 80% par rapport à vos volumes de vente à vous, on peut faire la moyenne en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir en 2040 40% sur l'ensemble de vos réseaux de distribution. Alors, il y a un autre point aussi, Enzo, c'est la PPWR. Elle précise que les emballages réutilisables sont mis au reconditionnement, ne passent pas par le statut de déchet. Leur conception est établie en vue d'un nombre de réemplois maximal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes. Donc, un emballage réemployable, ça veut dire qu'il est conçu en vue d'un nombre de réemplois maximum. Il y a évidemment un opérateur de réemploi. Donc, tout ça, c'est détaillé dans l'annexe 6 du règlement. Donc, c'est pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement jeter un œil à l'annexe 6. D'accord. Et donc, c'est une gouvernance claire, un accès équitable pour tous les opérateurs économiques. On ne peut pas discriminer une marque par rapport à une autre.
avec des règles qui sont très claires. Quels sont les emballages qui sont autorisés, quels sont les produits qui sont conditionnés, comment on les manutentionne, comment ils sont collectés, comment ils sont stockés en salle, en propre, etc. Comment on les re-remplit. Donc, l'opérateur de réemploi il doit évidemment appliquer ces règles claires et il faut que les informations elles soient accessibles à tous. Il y a, pardon, je termine juste sur ça, excusez-moi. Il y a évidemment une chaîne logistique qui doit être bien respectée avec le nettoyage, la réparation, le contrôle à l'usage sanitaire, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vous disais la tactique de je prends l'alternative jetable et je dis juste bah le client choisi marchera pas parce qu'il faut que ça soit dans un système de réemploi et ce système de réemploi il a des contraintes qui sont très claires noir sur blanc dans PPWR. Merci beaucoup pour la précision, Lise, je vous en prie. Ouais. Je me permets de revenir un petit peu en arrière dans la présentation, parce qu'on a skippé toute la partie réemploi pour les transports, alors qu'en réalité, il y a des objectifs justement très forts de réemploi. Donc, on est sur 40% en 2030, 70% en 2040, avec des exemptions, bien entendu, comme dans tous les domaines, donc sauf pour les biens dangereux et les biens de grande taille ou sur mesure, sauf pour les boîtes en carton et le plastique souple, le contact alimentaire. Mais le transport sera réellement impacté par ces obligations de réemploi. En sachant qu'il y a déjà des acteurs très bien en place, déployés à l'échelle industrielle, des usines qui lèvent plus de 400 000 emballages par jour, tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement vient juste valider un modèle qui est déjà bien en place et qui tourne. Je me permets une petite question parce qu'elle est en lien avec ce qu'on vient d'aborder, mais on fera il y a vraiment un volet de session de questions à la fin. Mais vous parlez tout à l'heure d'un article. Dans quel article y a-t-il une obligation pour les distributeurs de restituer l'intégralité de la consigne et de reprendre les emballages similaires pour le réemploi? Alors, le nom de l'article exact, il y a 70 articles en tout. À peu près, on peut les situer, on peut les retrouver en tout cas dans une rubrique qui est dédiée pour faciliter les choses peut-être. En gros, la façon dont est architecturé le règlement, c'est qu'il y a des choses que vous allez retrouver dans un article et des choses que vous allez retrouver un peu dispatchées dans plusieurs articles. Et c'est pour ça qu'on a regroupé ça par thématique. On essaiera en tout cas d'y répondre ultérieurement de cette façon. Alors voilà, alors à part dire article 50 ou 51, donc système de reprise et de collecte, système de consigne, réemploi et recharge, je peux pas en dire plus ça comme ça, il faut qu'on replonge dedans. On creuse, très bien. Je vous laisse poursuivre, excusez-moi, mais on a de nombreuses questions, je vous le dis, on consacrera un temps juste après. Voilà, bah, la même chose s'applique pour les emballages de regroupement. Donc, ça veut dire que vous êtes un distributeur, vous récupérez des lots par 1000 et vous les redispatchez par 100. Vous êtes responsable via la REP emballage pro ou directement les REP ménagers si c'est pour la distribution consommateur de ces emballages-là de regroupement. Et donc, il y a des objectifs de 10% de réemploi en 2030 et 25% en 2040. Les boîtes en carton sont exemptes. En sachant que sur des schémas B2B, site industriel à site industriel, avec des schémas logistiques très, très clairs, il y a vite des gains économiques à aller chercher à passer sur du réemploi. Très bien. Est-ce qu'on peut parler à présent du 8e point ou est-ce que vous voulez refaire un point sur le réemploi? Apporter des... On a tout vu, on peut passer à la recharge. Moi, j'ai quand même une autre question. Et on avait une petite précision sur l'article. L'obligation de réemploi n'est pas applicable aux mêmes opérateurs économiques en 2030 et 2040 pour les boissons, distributeurs en 2030 et opérateurs économiques en 2040. OK. Merci voilà. Pour la précision. Alors, donc, sur la recharge, voilà, en fait, il faut savoir qu'en 2030, il y aura 10% des surfaces de vente qui seront consacrées à la recharge. Voilà. Donc là, pour le marché français, en fait, c'est essentiellement des points qui ont juste été poussés par Réseau-Vrac et Réemploi pour PWR. Donc, c'est pas comme si c'était vraiment nouveau, mais juste tout ce qui a été déployé pour être copié-collé dans les autres pays, pour lesquels c'était déjà pas pour lesquels c'était pas des obligations. Donc, en fait, on retrouve les mêmes règles. Donc, je propose qu'on repasse pas en détail dessus. Il y a des règles d'étiquetage, des règles d'information, etc., etc. Évidemment, le point à retenir, c'est qu'à partir du moment où c'est de la recharge vrac, en tant que marque, vous êtes plus responsable de ce qui peut se passer une fois que ça a été rempli par le consommateur. D'accord.
Alors, sur la partie recharge, on est ensuite en 2028, on va avoir l'étiquetage qui sera harmonisé pour le tri à l'aide notamment de pictogrammes. Voilà, donc ça c'est le gros point. Le gros point important, c'est qu'on va avoir évidemment un étiquetage harmonisé enfin sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle, ça sera peut-être quelque chose qui sera assez similaire. Ça veut juste dire qu'il faudra encore une nouvelle fois réadapter les impressions sur les emballages et gérer les stocks d'emballages déjà imprimés. Voilà, et ça va venir d'ici 2028, donc ça sera bien détaillé. Je précise qu'il y a un certain nombre d'instances françaises qui sont bien présentes dans tous les comités d'expertise pour tous ces sujets-là, et donc un certain nombre d'intérêts français de la filière industrielle devraient être correctement défendus dans ces instances. La seule chose que je rajouterais avant qu'on passe à la suite, c'est juste que là, c'est vraiment tri en vue du recyclage. Donc, par exemple, le contenu biosourcé, le contenu l'intégration de matières recyclées ne seront pas à identifier avec un pictogramme normé. Ça, c'est vraiment le tri pour les consommateurs en vue du recyclage. Très bien. On peut passer à notre 10e point. Lise, Enzo. Voilà, bah, consigne pour recyclage qui a fait ses preuves dans un certain nombre de pays pour pouvoir augmenter le taux de collecte des emballages en vue de les recycler. Donc pour le moment, ça va être ça va dépendre en fait d'ici 2029 si le taux de collecte est atteint ou pas pour les bouteilles en plastique et les canettes uniquement. Donc est-ce que ce taux il sera potentiellement est-ce qu'il est déjà à 90% en termes de collecte? Est-ce qu'il passe à 90% dans les années qui viennent? Ou est-ce qu'on est, en tant qu'État membre, obligé d'imposer la consigne pour recyclage? Il y a eu un peu de buzz sur LinkedIn ces derniers jours sur des rapports de l'ADEME non publiés qui tendent à démontrer qu'a priori les taux ne seront pas atteints et qu'on va devoir imposer aux collectivités une consigne pour recyclage. Et c'est quelque chose qui, pour le moment, est un sujet politique un peu chaud. Et là, bah, on aurait enfin la fin de cette pièce de théâtre. Donc, voilà, ça c'est important de retenir ça, c'est qu'on va être obligé d'augmenter les taux de collecte. Et il y a également des exemptions, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des systèmes de consigne? Du coup, oui, il y a toujours des exemptions. Donc, tout ce qui va être produits vinicoles et similaires, les spiritueux, le lait et les produits laitiers. Mais c'est les États membres qui ont le droit de convenir de ces exemptions. Enfin, de contrevenir. Ouais. Voilà. Et après, si besoin, les contenants de moins de 10 centilitres. Les États dont le taux de collecte séparé est supérieur à 80% en 2026, c'est ceux qui pensent arriver à 90% avant 2028. En fait, avec le système de consigne, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que PPWR va vraiment offrir un cadre. Et après, c'est aux États membres de faciliter la restitution du cadre et de la consigne au niveau transfrontalier. Très bien. Voilà, et puis évidemment, bah, comme pour le réemploi, un opérateur de consigne clair qui garantit l'équité d'accès, etc., avec un certain nombre de règles. Là, on vous invite à lire l'annexe 10. Parfait. Est-ce qu'on peut parler à présent de mise en conformité? Je pense qu'il il existe notamment des nouvelles documentations pour justement y parvenir. Voilà, donc peu importe que ce soit sur l'intégration de matières recyclées, sur les différentes classes de recyclabilité, sur le réemploi, sur la recharge, etc., et sur la réduction, les volumes excessifs, etc. Le marquage CE ne fait pas office de conformité. Vous avez une déclaration UE à remplir, une documentation technique à associer à l'emballage. Donc là, vous retrouvez tout dans l'annexe 7. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait comprendre dans votre secteur, sur les emballages que vous mettez sur le marché, quelles sont toutes les réglementations qui vous contraignent. Et par rapport à ça, quelle est la documentation technique qu'il faut remplir? Donc, on a des descriptions, des dessins techniques, les légendes, la liste entière des normes et des spécifications communes, la description qualitative des évaluations pour le recyclage, la réduction, le réemploi, etc. Alors là, évidemment, il faut bien attendre d'avoir de l'aide de la part des éco-organismes qui permettront de bien cadrer tout ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que
en fait, il y a quelque chose qui va arriver, c'est le passeport numérique associé aux emballages. Vous aurez un QR code ou tout autre système de collecte de données qui sera directement sur l'emballage. Donc, si vous pensez que vos étiquettes étaient déjà largement surchargées, trouve encore un peu de place. Et en fait, cette documentation technique, ce sera accessible via le QR code sur l'emballage directement. Donc, il faut les tenir à disposition, évidemment. 5 ans pour le jetable, 10 ans pour le réemployable. L'allotement des différents lots d'emballage produits doit y être référé. Il y a la possibilité de passer par un mandataire, alors que ce soit une plateforme de vente en ligne, un gros distributeur, un éco-organisme, etc. Là, il faudra voir par secteur, par chaîne logistique, ce qui arrange le plus tout le monde. Et évidemment, en fait, une entreprise qui fait du reconditionnement sera considérée comme producteur par rapport à ce qu'elle reconditionne. Très bien. Est-ce que vous souhaitez apporter d'autres points sur la mise en l'évaluation de la conformité ou est-ce qu'on peut répondre à quelques questions? Eh ben, on va dire une dernière chose, je pense, c'est qu'il y a évidemment un tas de choses qui sont correctement spécifiées. Il y a des sanctions juridiques qui devront arriver, enfin qui devront être détaillées d'ici 2027. Donc pour le moment, on ne sait pas encore exactement qui contrôle quoi. On peut évidemment attendre que ce soit a priori la DGCCRF, mais ça pourrait être tout à fait un ministère qui missionne l'ADEME, qui missionne des instituts de certification tierces qui vérifient. Enfin, voilà. Il y aura potentiellement des amendes juridiques, 75 000 € max, 2 ou 3 ans d'emprisonnement, je ne sais plus, pour ceux qui seraient en contravention avec ce règlement-là. Mais ça, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est surtout l'accès à la transparence via les QR codes et le fait qu'en fait, n'importe quelle ONG, un peu centrée sur du zéro déchet, sont en mesure de vérifier et de créer un buzz, voire de porter plainte, comme il y aura un tas de méthodologies. Par exemple, sur les emballages excessifs, il y aura des méthodologies précises pour bien mesurer. Ça veut dire que demain, si ça doit aller sur le plan juridique, ça sera beaucoup plus facile de trancher précisément telle marque, tel metteur en marché n'est pas conforme et telle entité, NGO, etc., avait raison. C'est vrai que dans PPWR, il y a une vraie volonté de réemploi et de réduction, mais aussi de transparence. Et du coup, cette transparence va permettre aussi du coup une régulation via les ONG et les associations qui pourront elles directement porter plainte, même si on ne sait pas encore comment ça va s'organiser au niveau du contrôle de conformité. Parfait. Je vous propose de répondre à quelques questions avant d'aborder le calendrier, mais aussi des échéances à tenir. On a une question sur le taux de recyclage des aluminiums. Vous avez précisé qu'il fallait surveiller les canettes, mais elles ont un taux de recyclage moyen en Europe de 76%. Donc, est-ce que la France devrait revoir son mode de collecte? Quid des autres emballages en aluminium et leur taux de recyclage? Voilà, donc en fait, indépendamment du taux moyen de l'échelle européenne, les taux, c'est appliqué par État membre. Et donc, si on est en dessous en France, et là, il va falloir voir, est-ce qu'on n'a pas des obligations d'intégration de matières recyclées? Est-ce qu'on n'a pas une consigne pour recyclage qui se déploie d'ici 2029? En fait, c'est un peu délicat parce que si vous voulez, comme c'est des points qui sont très sensibles sur le plan politique, parce que ça implique directement les collectivités, les recettes des collectivités, l'organisation de la gestion des déchets sur les 10-20 dernières années, on sait quel est l'objectif final. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, on peut pas apporter de réponse très précise, à part vous dire, on en saura peut-être plus dans un an, dans un an et demi, quoi. Très bien. Une autre question. Pour ces objectifs de réduction de poids, d'incorporation de matières recyclées dans les emballages et de réemploi, y a-t-il des mécanismes d'incitation, bonus-malus financiers, peuvent-ils être implémentés par les REP en France, prévus par PPWR pour les plasturgistes et les recycleurs d'ici les échéances réglementaires? Que se passe-t-il si on ne les respecte pas, ces objectifs, alors que les nouvelles technologies émergent et les rendent atteignables? Alors évidemment, en fait, tout ce qui va être modulation est quand même plus ou moins laissé libre alors je dirais pour les États membres de décider
comment ils veulent cadrer ça pour les éco-organismes à l'intérieur de leurs États membres, avec évidemment, comme on l'a précisé, il y a quand même des choses qui vont être obligatoires, enfin, c'est obligatoire. Par exemple, sur les classes de recyclage, on sait que ça sera modulé. En fait, là, il faut bien comprendre que ça va dans le sens de ce qui a déjà été mis en place et qu'on peut attendre d'avoir évidemment des modulations par rapport au réemploi, par rapport à la recharge. En fait, tout ce qui fait partie des 3 R finalement. Ça, c'est pas du tout remis en cause. C'était déjà dans la directive avant, c'est dans le règlement, c'était dans les lois précédentes. C'est juste pousser toujours plus avec un peu de liberté pour les États membres et les éco-organismes au sein des États membres d'architecturer tout ça avec leurs metteurs en marché. Alors, les questions, elles sont nombreuses, hein, donc je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais voilà, j'essaye de brosser un petit peu les différentes questions par catégorie. Il y en a une assez concrète, c'est est-ce qu'un pot cosmétique rechargeable avec une capsule amovible rentrera dans le cadre d'un emballage double paroi? Ah oui, bah ça c'est je pense que ce sera pas. Ah, c'est une bonne question. Et voilà, et ça c'est les joies de PPWR quand on rentre dans chacun. En gros, ce qui aujourd'hui va vraiment être interdit, c'est la double paroi dans le but de vraiment tromper le consommateur sur la contenance. Si c'est uniquement dans le cas de permettre de la recharge, je pense que ça passera. Je pense que ça passera en fait, ça va de soi. D'accord. Il y a une autre question parce que sur cette interdiction des doubles parois, on me demande est-ce que ça interdirait par exemple les gobelets à double paroi, évitant aux consommateurs de se brûler les doigts avec une boisson très chaude. Voilà. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon dont aujourd'hui le texte est créé, il y a pas l'intégralité des cas par cas où c'est écrit noir sur blanc ce qu'il faut faire. Donc là, c'est de l'interprétation juridique et donc en fait cette interprétation juridique, elle est à faire en tant que metteur en marché via des bureaux d'experts spécialisés, via des éco-organismes. En fait, ça va être pas mal au rôle des éco-organismes de cadrer ça et évidemment suivant le potentiel bad buzz qui pourra arriver si une NGO met le nez dedans. Donc, dans le cas d'un gobelet en carton, le but a jamais été de tromper le consommateur sur la contenance du gobelet, à moins de créer à moins que ce soit des gobelets déjà fermés en vente dans des rayons traiteurs et que le fond du gobelet à 5 cm au-dessus de l'étal. Là, c'est vraiment une fonctionnalité de ne pas se brûler les doigts. Donc, c'est assez différent. On parle vraiment des emballages. Exemple, on l'a souvent vu sur les barquettes de glace. Sur flacons cosmétiques aussi. Ou sur certains flacons cosmétiques. Mais bon, la glace, je pense que c'est le meilleur exemple. On a le fond perdu, le fond voleur. Là, il faut voir ce qui rentre dedans ou pas. Mais encore une fois, celui-là, il est visible quand on retourne l'emballage. Là, on parle vraiment des choses qui sont double paroi, pas forcément visibles. Ouais, on demande aussi le shampoing. La bouteille sera interdite ou le flacon avec distribution à dose. Bah, c'est ça. Par exemple, les unidoses plastiques jetables à destination du secteur Horeca, elles seront interdites. Non, mais dans les shampoings, on a souvent vu ça et ça, c'est particulièrement ciblé par PPWR où vous avez le flacon en verre et à l'intérieur du flacon en verre vous avez un sachet plastique et justement où ils viennent mettre un énorme pot en verre pour vous faire croire qu'il y a beaucoup de shampoing à l'intérieur alors qu'en fait la quantité est minimale. Ça, typiquement, c'est visé par la loi. Très bien. Il y a de nombreuses questions. On va peut-être aborder le calendrier parce que je pense que c'est important que tout le monde ait en tête voilà, des dates clés. Voilà. Alors, je dirais rapidement, en fait, les questions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est sur un texte de loi particulièrement complexe, particulièrement dense, avec beaucoup de sous-catégories, de choses qui s'appliquent à des secteurs et pas à d'autres. C'est assez difficile de répondre en live avec précision. On a toujours besoin de prendre du temps, de revérifier, etc. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, c'est des prestations qu'on peut faire avec plaisir. Pour le calendrier, en gros, le plus important, c'est de bien retenir la première interdiction et la plus importante qui tombe assez immédiatement, c'est l'interdiction des PFAS dans les emballages en contact avec les aliments. Donc, tout ce qui est à base de polluants éternels, donc les polymères dont on a du fluor intégré à la chaîne carbone. Exemple, emballage de restauration emportée pour les restaurations commerciales, type cellulose moulée, légèrement protégée pour les graisses, etc. Faites bien attention que dans les emballages que vous achetez, que vous importez, que vous mettez en marché, vous n'ayez pas des fonctions barrières qui soient apportées par des PFAS parce que ça sera interdit. Vous avez déjà des ONG qui sont au taquet, qui ont déjà publié des rapports comme celui de Génération Future, qui font des vérifications en labo.
C'est pas dit que d'ici 2027-2028, on ait des nouveaux rapports qui sortent et que les marques qui se soient pas bien mis en conformité se fassent sacrément aligner. Et là, pour le coup, il y a plutôt, disons, un consensus politique sur le fait qu'on veut pas de PFAS dans les emballages alimentaires. Donc, ce serait difficile d'aller chercher une défense publique derrière ça. Donc ça, c'est ce qui va vraiment arriver. Après, eh ben, en fait, la timeline, elle est assez dense. Donc nous, on l'a tout détaillé. Je pense que dans le mail qui sera renvoyé à tous les adhérents, tous les participants par All4Pack, on vous retransférera la timeline. Vous avez, par exemple, 2028, la validation de la norme qui vise à dire ça c'est A, B ou C en termes de recyclabilité. En 2029, vous aurez du coup le QR code, donc le passeport numérique dont vous parlez sur les emballages. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Le gros des objectifs, il arrive pour 2030 avec tous les objectifs de recyclage, de réemploi, etc. C'est une date importante. Oui, mais voilà. À chaque fois, on a des comités qui visent à déterminer la pertinence de ce qui a été mis en place pour donc 2025, 2030, 2030, 2035, 2035, 2040. L'idée, c'est de dire tout ce qui, pour le moment, est envisagé en 2040. Il y aura évidemment des évaluations pour adapter ou pas la stratégie, déployer d'autres types de contraintes sur les matériaux. Donc, ce qui était vrai sur le plastique, on le fait pour le verre aussi, ou ce qui était vrai en termes de consignes pour recyclage, on le déploie aussi pour les briques alimentaires, par exemple, etc., etc., etc. On va pas tout vous lire. On vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux et à checker un peu la timeline qu'on vous enverra par email. Ouais, la timeline, on l'a déjà mise en libre accès sur notre page LinkedIn et sur notre site internet, mais on vous la renverra aussi par mail à la suite de ce webinaire. Parfait. Est-ce que vous voulez ajouter un point sur le calendrier, les échéances? Non, je pense plutôt qu'on va prendre des questions vu qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Place aux questions. Donc, existe-t-il un texte spécifique détaillant toutes les interdictions sur les PFAS? Bonne question. Alors, si je devais traduire la question différemment, ce serait plutôt qu'est-ce qu'on inclut dans PFAS ou qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans PFAS. Il me semble que ça, c'est déjà détaillé. Et là, pour le coup, je sais pas. En fait, si ces questions-là vous intéressent précisément, le mieux, c'est de vous rapprocher plutôt des fédérations interprofessionnelles. Donc, par exemple, pour le plastique, auprès des LIPSO, vous ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès de l'IPC sur toutes ces questions-là. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes dans les PFAS ou pas, en vrai, il faut juste savoir si vous avez du fluor. Enfin, en fait, c'est est-ce que vous avez du fluor dans vos chapters de pack. Alors, j'ai une autre question. Vous ne parlez pas du volet labelling avec l'impression d'un QR code qui devra mentionner les éléments d'emballage du produit. Pas mal de questions sur le sujet. QR code sur tous les emballages ou juste sur le carton. La PPWR mentionne aussi plus qu'un QR code, il faudra l'écrire pour les personnes non équipées. Devrons-nous faire l'évaluation de la conformité pour les emballages déjà sur le marché? Alors, il y a cette notion de présomption de conformité qui revient assez régulièrement dans le texte. Donc là, de tête, je ne pourrais pas vous dire exactement pour l'ensemble des contraintes où est-ce qu'il y a présomption de conformité. La déclaration de conformité, elle est à faire pour tous les emballages que vous mettrez sur le marché sûr. Pour ceux qui sont déjà sur le marché, en fait, à partir du moment où vous les remettez annuellement sur le marché, il faudra forcément le faire à un moment ou à un autre. Pour l'histoire du QR code, on n'est pas trop rentré dans les détails. C'est encore un peu flou dans la manière dont c'est cadré. Il y a juste écrit qu'il y aura un passeport numérique et qu'il faudra un QR code avec toutes les informations techniques, toute la documentation technique de mise en conformité accessible. En fait, ces questions-là, ce qui est délicat, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a encore pour certains points des besoins de méthodos très précises. Et en fait, après, au niveau des États membres, ça va être les États membres qui vont décider, puis les éco-organismes qui vont se mettre d'accord sur comment on le cadre. Alors évidemment, comme c'est un règlement harmonisé, l'idée c'est qu'on ait un passeport numérique qui soit le plus harmonisé entre tous les pays, parce que si on a l'éco-organisme en Italie qui fait pas du tout la même chose que les éco-organismes en France ou quoi que ce soit, ça va forcément être embêtant. Mais là, en fait, on est un peu incapable de vous répondre là, maintenant, très très précisément, à part vous dire, il y aura un passeport numérique et il y aura un QR code sur chaque type d'emballage. Oui. Alors, sur l'évaluation de la conformité, cette obligation repose sur les fabricants d'emballage ou sur les metteurs en marché de produits finis?
Voilà. Alors évidemment, là, on a survolé tout parce qu'en fait, il faudrait faire un webinaire de 3 heures si on voulait rentrer dans chaque petit détail de chaque petit article. Dans le règlement, il est évidemment écrit noir sur blanc qui est responsable de quoi, qui est assimilé producteur, on va dire producteur, fabricant d'emballage. En termes d'import, en termes de grossistes, en termes de distributeurs, en termes de regroupement, tout ça est très très cadré, très spécifié. Je ne sais pas si je peux retrouver rapidement les articles qui le détaillent. On pourra répondre plus tardivement, peut-être, sans problème. Hein. Oui, en fait, sans avoir à lire l'ensemble du règlement, vous pouvez les retrouver directement les articles qui spécifient bien les. C'est un article qui s'appelle genre règles appliquées. Règles Non, bon, écoutez, ça. Ça, c'est cadré dans un. Mais après, c'est pareil, c'est que ça peut être plus ou moins dispatché parce que des fois, vous avez des précisions par rapport au réemploi ou aux objectifs de recyclage dans chaque article. Mais quand même, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que avant d'être un règlement européen, c'était une directive européenne, d'accord. Il y a des nouvelles choses, mais en fait, le cœur de ce texte juridique-là, il existait déjà. Il avait déjà été transposé dans le droit français. Donc, sur par exemple tout ce qui va être règle de qui est responsable de l'emballage, il n'y a pas non plus de changement drastique. Simplement, on inclut le commerce en ligne, le regroupement, etc. En fait, et aussi surtout tous les emballages pro. Mais les règles par rapport à l'import, export, les plateformes en ligne, etc., ça reste les mêmes. Hein. D'accord. On prend une dernière question. Okay. Alors, pour les emballages de transport réutilisables intersites, je n'ai pas compris. L'exemption des boîtes carton, s'agit-il des cartons de transport? Et qu'en est-il pour les emballages en bois? Alors, pour les objectifs de réemploi sur les emballages de transport ou de regroupement, en gros, tout ce qui est boîte, carton ondulé est exempté des objectifs. Ça veut dire que vous avez un système de distribution B2B qui fonctionne avec du carton ondulé, vous n'avez pas besoin de vous contraindre via des objectifs de réemploi. Voilà. Pour le bois, il me semble que si c'est des cagettes en bois, vous serez obligé de passer, enfin, vous serez obligé de vous contraindre à un minimum d'objectifs de réemploi. Ouais, moi j'ai le même souvenir sur les cagettes en bois. Encore une fois, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on revérifie précisément. Donc là, soit on vous invite à lire le PPWR, soit on vous appelle à faire appel à nos prestations parce que c'est difficile de répondre de tête sans faire d'erreur juridique. La seule chose qu'on a oublié de préciser, c'est tout ce qui est bois, liège, céramique pour des objectifs de recyclabilité à l'échelle industrielle. Il y aura des exemptions tant que c'est 5% de mise en marché sur l'ensemble des catégories de matières. Donc, tout ce qu'on a dit par rapport aux objectifs de recyclabilité, tout ce qui est bois, céramique, liège, etc., sortent de ces objectifs-là. On ne l'avait pas dit avant. La question était sur les objectifs de réemploi. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. Sachez que vous pourrez retrouver notamment sur LinkedIn et bien sûr, Lise et Enzo se tiendront à votre disposition pour répondre à ces questions de façon ultérieure. Chantal, j'ai une dernière question pour vous. Quels sont les prochains rendez-vous et webinaires du salon qui se déroulera, je le rappelle, du 24 au 26 novembre 2026? Donc, on a beaucoup de rendez-vous de prévus sur fin 25 et l'année 26, mais avant tout, on se retrouve le 26 juin autour du réemploi des emballages, de l'expérimentation à la réalité industrielle. Parce que, comme vous le savez tous, il y a une grande opération qui a été menée par Citeo sur une boucle de réemploi mutualisé à grande échelle sur tout l'ouest de la France, et donc avec Go Réemploi, qui est l'opérateur de cette opération. Et donc, on vous invite à venir découvrir toutes les facilités ou les complexités de ce déploiement le 26 juin à 10h. Eh bien, le rendez-vous est pris, Chantal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise et Enzo, pour votre éclairage très précieux. Et merci d'avoir été très nombreux à participer à ce webinaire. À très vite. À bientôt. Merci, au revoir.